Bienvenue à toutes et à tous. Elle sème donc la terreur sur toute la planète. On parle de la Covid-19, le nouveau coronavirus qui dicte sa loi sur la planète depuis pratiquement 2 mois. 2 mois, là-bas, des 150 000 contaminés dépassés déjà et puis plusieurs morts dans beaucoup de pays qui ont pris des dispositions, confinement, auto-isolement, on parle de quarantaine, on parle d'état même d'urgence en France actuellement. Et bien sûr, le pays est sur le point d'aller donc à l'état d'urgence. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose alors, est-ce que ce virus-là, et bien sûr, déstabilise le monde? Nous voulons parler des relations diplomatiques, des intérêts géo et bien sûr politiques autour du coronavirus. Et pour faire l'analyse sur ce plateau du décryptage, nous accueillons Morgane Asogba-Metondi. Voilà. Bonsoir Morgane. Bonsoir Monsieur Corneille. Merci. Installez-vous. Morgane Metondi Asogba, vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur assistant en opération de maintien de la paix à l'ENAM. Encore une fois, bienvenue. Merci, Monsieur Corneille. Alors, le nouveau coronavirus, c'est sur toutes les lèvres actuellement. Pas beaucoup de symptômes et surtout beaucoup de morts dans plusieurs pays. Mais ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est l'origine. C'est comment c'est arrivé. Puisque tout le monde sait que c'est Wuhan en Chine en décembre 2019, Wuhan Hubei, et puis après l'épidémie s'est rapidement propagée pratiquement sur toute la planète. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont déjà contaminés. Alors, qu'est-ce qui explique réellement l'origine de la Covid-19 pour démarrer? Oui, vous savez, l'origine de ce virus est difficile aujourd'hui à cerner, simplement parce que l'attention n'y est plus. L'attention a été déplacée sur les dégâts causés par ce virus. Maintenant, lorsque vous voulez parler de l'origine et vous observez la version officielle, la version officielle nous parle d'une certaine migration d'un virus suite à des manipulations régulières et intensives à Wuhan, qui n'est pas contesté. On sait qu'effectivement, il y a une sorte de promiscuité entre les êtres humains et les animaux dans cette région de la Chine. Et on parle d'une migration de ce virus vers l'être humain, causant ainsi beaucoup de dommages et affectant la santé, le système immunitaire de l'être humain. Ça, c'est la version officielle. Et on ne peut qu'a priori apprécier les choses selon la version officielle. Il y a plein d'autres versions officieuses qui, déjà, on ne va pas s'y concentrer, mais qui donnent beaucoup d'autres explications qui, d'une certaine façon, méritent quand même... Et si on y mettait ces hypothèses-là? Alors, si on y mettait ces hypothèses, alors on parle bien ici de théorie de complot. Et si on y met, on accorde de l'importance à cela, on va parler d'un certain virus qui a été breveté et dont le brevet circule sur les réseaux sociaux, qui a été breveté depuis 2003. Un virus qui a été breveté depuis 2003 et qui s'appelle aussi Corona, mais pas coronavirus comme on le connaît sous sa forme. Mais lorsque vous regardez de plus près ce brevet, vous vous rendez compte que les souches qui sont décrites, considérant ce virus dont on parle aujourd'hui, qui est à la souche de la chauve-souris, et une souche aussi qui a rapport à la grippe, qui nous renvoie au SARS, qui avait déjà sévi en Chine, on se rend compte qu'on retrouve ces souches-là dans ce brevet. Et on voit aussi, lorsqu'on va un peu plus loin au niveau de ce brevet, on se rend compte aussi que les descriptions qui sont faites par rapport aux symptômes, à comment est-ce que cela se manifeste, aux essais cliniques, qu'il y a une certaine similitude entre ces descriptions et ce qu'on a aujourd'hui comme symptômes et descriptions du coronavirus. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de démentis par rapport à cette information et qui nous permet seulement de nous concentrer sur la version officielle. Alors, vous, étant donné que vous êtes quand même spécialiste des relations internationales, quelle est l'information crédible alors? En fait, alors, à quoi peut-on faire confiance aujourd'hui quand on parle de l'origine même du virus? Il est préférable de s'en tenir à la version officielle. Mais cela n'exclut pas l'ouverture d'esprit dont nous avons tous et qui mérite qu'on accorde
une fois qu'on aura fini de résoudre le problème majeur qui est la paralysation des activités et les décès auxquels on fait face, une fois qu'on aura fini de résoudre son problème, qu'on puisse se concentrer pour réellement comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse assister à la migration d'un virus à deux souches, parce que c'est compliqué de comprendre cela, à deux souches des animaux aux êtres humains. Cela mérite beaucoup plus d'attention, de recherche, d'investigation pour pouvoir définir réellement quelle est la vérité par rapport à l'origine de ce coronavirus. Alors, c'est un virus qui sème la panique et qui remet en cause les systèmes sanitaires, même les plus puissants au monde, les plus modernes, ultra même modernes au monde. En Italie, par exemple, qui a un système sanitaire assez bien apprécié, aujourd'hui est en train de s'effriter pratiquement face au coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un flou, il y a une certaine volonté à cacher des informations, ou pensez-vous réellement que le monde est incapable de trouver des solutions? Oui, des vaccins ou des solutions, même si on annonce dernièrement des vaccins contre. Est-ce que vous pensez que la médecine au monde, avec les systèmes sanitaires de ces grandes puissances, on n'a véritablement pas l'arme contre le coronavirus? On n'a pas l'arme contre le coronavirus, serait trop dit. Je dirais plutôt qu'on fait face à une situation nouvelle. Et vous savez, lorsqu'il y a une situation nouvelle, il faut prendre des dispositions nouvelles. Et surtout si cette situation nouvelle est neuve, vient avec des éléments auxquels on n'est pas du tout habitué, et des éléments auxquels on n'a pas du tout pensé. Parce que lorsque vous regardez l'Italie, l'Italie a été décrite comme le pays en Europe qui avait pris plus de précautions en matière de protection par rapport à ce qui peut être une épidémie. Pourquoi? Parce que l'Italie a eu par le passé à vivre plusieurs épidémies et a eu déjà à perdre beaucoup de ses habitants suite à des épidémies. Donc, il y avait un système anti-épidémie bien installé, des mesures déjà au niveau de l'Italie. Mais il s'est fait que ce virus dont on n'avait pas à l'époque maîtrisé correctement les modes de propagation, s'est retrouvé en un temps record à surpris l'Italie dans sa démarche. Donc je dirais plutôt que le monde est en train de s'adapter et on va voir que lorsque vous prenez l'Europe, à part le fait que l'Italie, il y a une contamination rapide, très vite en Italie, qui a affecté beaucoup plus de monde, c'est difficile de voir la même vitesse au niveau des autres États. Parce qu'on commence à comprendre comment le virus fonctionne, comment est-ce que le virus se propage, et des mesures sont prises au fur et à mesure qu'on avance dans la démarche. Alors, et puis, quand ça touche maintenant aux relations entre les États, les principes de libre circulation aujourd'hui, oui, parce qu'au départ, on a vu quand même la Chine quelque peu isolée parce qu'on a constaté que beaucoup d'États ont commencé par dire on rapatrie les notes de la Chine et autres. Et puis après, quand c'est allé en Europe, on parle maintenant de fermeture de frontières. Les États ont commencé à fermer les frontières, alors qu'avant, quand on parle de fermeture de frontières, c'est peut-être des désaccords diplomatiques ou autre chose. Aujourd'hui, c'est quand même un problème de santé et qui aujourd'hui déstabilise, fragilise les relations entre les États. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le coronavirus dans ces conditions-là où chaque État commence à se fermer sur lui-même? Oui, ce qui va se passer, c'est déjà que, vous voyez, la force de ce virus est qu'il s'est greffé sur l'élément le plus dynamique et le plus incontrôlable de l'humanité, l'homme. Il est difficile de circonscrire l'homme dans son évolution. Les déplacements, vous l'avez dit, on a voulu maîtriser, on a refusé que les gens ne rentrent depuis la Chine. On a voulu maintenir tous ceux qui étaient en Chine. Et je pense que si on avait réussi concrètement à le faire avant que le virus n'adopte d'autres modes, on n'aurait pas eu de migration aussi rapide. Et cela nous ramène au processus d'alerte. Vous voyez, c'est des gens qui ont apporté le virus en Europe. Comment est-ce qu'ils se sont déplacés pour arriver en Europe, pour arriver en Italie avec ce virus? C'est ça la grosse question et qui nous met vis-à-vis de cette propagation rapide et impressionnante.
Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des relations? Vous avez parlé du principe de libre circulation. C'est un principe d'intégration qui est très cher au processus d'évolution des relations internationales. Le principe de libre circulation est totalement affecté, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit à l'intérieur, sur le plan étatique, au niveau de chaque État, ou que ce soit sur le plan régional, ou même sur le plan mondial. Et lorsqu'on parle de principe de libre circulation des personnes, pas encore des marchandises, puisqu'on a vu que les marchandises pouvaient circuler et on a besoin que les marchandises circulent. Mais la question c'est, même lorsque les marchandises doivent circuler, il faut bien qu'il y ait des hommes qui fassent circuler les marchandises. Donc il y a un frein au principe de libre circulation des personnes. Et vous avez aussi l'approche beaucoup plus réaliste des États. On retourne parce qu'on était dans une approche beaucoup plus d'intégration, on se retirait, on parlait de l'implication de nouveaux acteurs dans le monde des relations internationales, mais aujourd'hui, on a un regain de force de l'approche étatique, parce que chaque État, dans sa majorité, en réponse à ce virus, on parle beaucoup plus d'état d'urgence, où on contrôle les mouvements des citoyens, où vous avez une obligation. On ne peut plus parler de principe de liberté de circulation, de liberté de quoi. Non, il faut qu'on contrôle afin de répondre de façon efficace à cette situation. Et c'est ce qui se passe au niveau des relations internationales, que ce soit au niveau des États, à l'intérieur des États et sur le plan mondial. Le secrétaire Antonio Guterres a dit il n'y a pas très longtemps que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre face à un virus. Et lorsque vous faites cas de l'État français qui fait sortir les chars, effectivement, on se rend compte effectivement qu'ici, nous sommes face à une situation de guerre. Une fois que l'état d'urgence est déclaré, mais ça veut dire qu'il y a une situation de guerre. Une situation qui menace aussi bien que ce soit la sécurité physique, que ce soit la sécurité économique, ou que ce soit la sécurité sociale. Et tous ces trois aspects sont menacés par l'évolution de ce virus qui est le coronavirus. Et si le monde n'arrive peut-être pas à trouver les solutions idoines très tôt pour stabiliser, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, déjà, je peux vous garantir que le monde va trouver une solution. Et ça va pas tarder. Sur quoi fonde ce... Oui, je fonde cette garantie. L'espoir que vous avez... Bon, c'est au-delà de l'espoir. Je fonde cela sur déjà l'histoire du monde. Ce n'est pas la première fois que le monde entier se trouve face à une situation difficile de cette envergure. Je fonde cela sur la récente crise d'Ebola qu'on a eue en Afrique de l'Ouest. Et on a vu quelle a été la réaction du monde et particulièrement de l'Afrique. Et il y a eu plusieurs autres crises du genre. Et je me dis que l'ingéniosité de l'être humain, de nos scientifiques, est suffisamment armée pour pouvoir s'adapter en un temps record, comprendre le fonctionnement qui est déjà pratiquement fait, on comprend déjà comment le virus fonctionne et trouver les justes armes pour juguler cette progression du virus. Donc, c'est une garantie, on va s'en sortir, on va traverser le coronavirus. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, ce qui pourrait se passer a été déjà vu sur le plan micro au niveau de la Chine. Aujourd'hui, la Chine est carrément stabilisée en matière de d'infection de coronavirus. Il y a eu une montée, une propagation rapide, beaucoup de décès. Il y a eu une adaptation rapide aussi de la Chine qui a su comment stabiliser la situation. Et aujourd'hui, on voit carrément que le nombre de cas a chuté à plus de 90% en Chine. Et il y a un traitement assez efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Chine? On peut apprendre de la Chine qu'il faut agir avec rapidité. Il ne faut pas attendre que le virus soit à votre porte. Maintenant, si le virus est à votre porte, alors il faut prendre aussi de l'avance sur le virus en en observant ce qui s'est fait ailleurs. Il faut observer les principes de base. Au fait, en Chine, c'est ce que certains experts appellent l'avantage d'un régime où on parle d'un régime rigide, où on est obligé de suivre les instructions au
Quand vous ne voulez pas suivre les instructions, vous êtes forcé. Donc, cette culture en Chine a fait qu'ils ont su prendre des mesures rapidement, construction d'hôpitaux, pour pouvoir traiter en moins de 10 jours. Ça, c'était une rapidité vraiment impressionnante. Ils ont mobilisé toutes les ressources nécessaires en un temps record. Ils ont forcé la population à observer les mesures de santé. Et il y a eu des devises qui ont été créées sur le plan informatique pour pouvoir suivre chaque individu. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer si vous êtes infecté ou du moins vous êtes pressenti comme étant infecté. Et on arrivait donc à suivre cela. Ici, à notre niveau, ne disposant pas de cette devise, qu'est-ce qu'il faut faire? À notre niveau, vous parlez des États africains. Je parle des États africains et je parle parce que particulièrement... la question allait juste, quand même, de toute façon, la question allait venir. Oui, d'accord. Le coronavirus en Afrique. Oui, oui, vous voyez, il faut pouvoir maximiser sur ce que nous pouvons faire, qui sont les petites astuces et mesures qui nous sont déjà données. Ça sent la catastrophe venir sur le continent africain? Si on ne s'autodiscipline pas, parce que vous avez sur la plupart des continents africains des régimes qui ne sont pas rigides comme on connaît à celui de la Chine. C'est ce qui s'explique aussi en Europe. En Europe, vous avez eu l'État français où le président Macron a dit mais on assiste à cette montée parce qu'il y a des gens qui refusent carrément d'obéir aux principes de base. Lorsque vous regardez ce qui explique l'entrée de ce premier cas au Bénin, on nous dit c'est un monsieur qui est venu du Burkina, qui a de la quarantaine, 49 ans, et à qui on a demandé de suivre les mesures d'auto-isolement et il n'a pas suivi. Vous voyez un peu, ce manque de discipline va faire qu'on pourrait assister à ce qu'on ne pourra pas contrôler. Alors, il suffit que chacun prenne conscience et s'autodiscipline. Lorsque vous constatez que vous avez les symptômes, que vous puissiez appeler les contacts qui sont mis à notre disposition ou que l'État prenne des dispositions pour pouvoir amener les gens à réellement observer ces mesures. On a vu au Bénin, il y a juste 24 heures, on a été obligé d'interpeller. Et comme on voit aujourd'hui en France avec les militaires qui sortent des casernes, on voit le système, l'appareil sécuritaire qui est totalement déployé. Voilà. Mais depuis 2 mois, quand même, il y a eu moins de cas de contamination en Afrique. On parle de 7 morts, 1 mort seulement en Afrique occidentale. Comment cela s'explique? Alors ça, c'est les experts, les scientifiques qui pourraient nous donner une réponse appropriée. Mais je vais m'y essayer dans l'analyse des informations qui sont à ma disposition. Déjà, vous allez constater que plusieurs chercheurs se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette lenteur de propagation en Afrique. On a eu ce questionnement encore et encore. Il y a des approches d'explication qui souhaiterait que ce soit un virus qui s'accoutume à des conditions de fraîcheur. Plus il y a de la fraîcheur, plus le climat, vous savez, pour qu'un virus se propage, il faut qu'il ait un environnement favorable. Tout à fait. Dès que l'environnement est favorable, la propagation, elle est rapide et vite fait. Mais dès que l'environnement n'est pas favorable, il se peut que le virus ait du mal à se développer. Donc, on pourrait, encore que cela reste à vérifier, voilà, on pourrait dire que les conditions en Afrique ne permettent pas, surtout en Afrique où il fait très chaud, Afrique subsaharienne, ne permettent pas au virus de se propager à une certaine vitesse. Parce qu'on n'a pas les équipements comme cela existe en Europe. Donc, il se peut que cela ne permette pas. Mais encore, vous savez, un virus, ça s'adapte, ça s'accommode. Ce qui pourrait expliquer maintenant une accélération de la propagation en Afrique. Parce que quand vous regardez au Ghana, on est passé de 2 cas à 6 en moins de 3 jours. C'est ça. En moins de 3 jours. Et ça, ce sont des cas qui ont été identifiés et enregistrés. On ne sait pas encore ce qu'il en est des cas qui ne sont pas enregistrés. Vous prenez notre cas, le Bénin, on est passé d'1 cas à 2 cas
en moins de 24 heures également. Voilà. Donc, et ça, c'est des gens qui sont identifiés. Donc, plus on va continuer peut-être à faire des recherches, à confiner des gens, à analyser, à faire des examens, peut-être on va détecter plus de cas. D'où la nécessité de l'autodiscipline à un niveau assez élevé. Il y a d'autres thèses qui parlent d'autres hypothèses, qui parlent des questions d'hégémonie économique derrière. Oui. Le coronavirus. Ce n'est pas des thèses à ignorer, mais c'est des thèses à prendre avec pincette. Tout à l'heure, lorsqu'on a voulu aborder la question de l'impact de ce virus, je vous ai cité 3 plans. Vous avez le plan politique, le plan économique et le plan social. D'où l'état d'urgence ou d'où l'état de guerre dont on parle. Parce que lorsque vous prenez un État, vous le bloquez sur le plan économique, vous le bloquez sur le plan politique et vous le bloquez sur le plan social, vous avez paralysé l'État. Et c'est dans cette situation que se trouvent aujourd'hui presque tous les États réellement affectés par le coronavirus. On ne peut plus continuer les activités économiques. On a une remise en cause de tous les accords diplomatiques, partenariats, parce que c'est des accords qui sont souvent, qui régissent parfois la libre circulation des personnes, c'est des accords qui régissent les entraides économiques. Et on a le social, les individus qui vivent dans la société qui ont du mal à pouvoir continuer les activités au quotidien. Donc, lorsque vous prenez le plan politique, télétravail, ils ne peuvent pas, oui, effectivement. Maintenant, quand vous prenez le télétravail même, combien d'États peuvent réellement, sont suffisamment développés sur le plan de l'informatique pour pouvoir suivre cela? C'est un peu ça la difficulté. Alors, si elle est admise, cette thèse-là, alors ça profiterait à qui? Et qui serait responsable d'une telle situation, déstabiliser le monde? Alors, le monde est dirigé par les grands de ce monde. Et les grands de ce monde sont ceux qui ont suffisamment d'investissement et qui ont suffisamment de pouvoir, aussi bien sur le plan économique, politique que social. Et quand je parle du social, je parle de culture. Qui sont oui, lorsque vous parlez de ces grands, déjà, vous voyez automatiquement ceux qui sont aux Nations Unies et particulièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez 5 au niveau du Conseil de sécurité qui ont ce qu'on appelle le veto. Et il s'agit de la Chine, il s'agit des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et vous avez, je viens de citer, la Russie, voilà, la Russie. Donc, lorsque vous prenez ces 5... Juste là aussi en Russie, le mal est quelque peu, bon, en tout cas, géré. La Russie, voilà, on n'en parle pas. Et le vaste pays, là aussi, la Turquie également. Où, bon, oui, vous allez constater qu'à cause de ce coronavirus même, les activités, les hostilités qui se déroulaient entre tout à fait. La Turquie, la Russie, tout ça... pour le moment, oui, voilà. Parce qu'il y a cette question. Et lorsque vous prenez les 5, que je viens de citer, membres permanents du Conseil de sécurité, vous prenez la Russie, on ne verrait pas trop quand même une hypothèse où la Russie serait impliquée. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. On ne sait pas ce qui est. Vous prenez la Chine, il y a une probabilité entre la Chine, les États-Unis. Le Royaume-Uni, on ne verrait pas très bien parce que le Royaume-Uni avait sa situation du Brexit. Et aujourd'hui, plusieurs États peuvent commencer par aller dans le sens du Brexit parce qu'on se rend compte que le comportement dans l'espace Union européenne aujourd'hui est dans le sens du Brexit. Tout le monde contrôle ses frontières. On ne parle plus de l'espace Schengen aujourd'hui. Ça existe, mais c'est suspendu. C'est suspendu, justement. Donc chacun contrôle ses frontières. Brexit, voilà, ils ont eu justement ce pouvoir avant que cette situation n'arrive. Donc vous voyez automatiquement les 2 géants qu'on voit qui pourraient être impliqués dans cette situation. Et lorsque vous voyez les théories qui circulent, effectivement, on parle de ces 2 géants, on parle des États-Unis, de la Chine et aussi parfois de la France. Donc, en tout cas, c'est difficile d'en parler. Oui, il faut aller faire des recherches pour réellement comprendre, avoir des preuves, des documents qui justifieraient
qu'effectivement, il y a une théorie de complot, ce que nous n'avons pas. C'est une manipulation, voilà. Mais pour l'instant, on recommande aux uns et aux autres quand même de suivre strictement les mesures de prévention. C'est très important. Surtout dans d'autres pays. Très important. En Afrique aussi, on est un peu vulnérable en Afrique parce qu'on n'a pas de bon système sanitaire, on n'a pas beaucoup de moyens également. Oui, la vulnérabilité de l'Afrique est relative, vous savez. Il y a plusieurs approches. Il y a des points forts qui sont propres à chaque continent et à chaque pays. Lorsque vous prenez l'Afrique, l'Afrique devrait adopter une approche d'intégration vis-à-vis au coronavirus, qui est une menace qui n'est pas d'ordre étatique. C'est l'erreur au fait que la plupart... oui. Pendant que... oui, pendant que, effectivement, c'est ça la situation. Alors, vous allez voir... C'est quelle forme d'intégration dans ces conditions-là où... Oui, intégration sur le plan de la coopération pour pouvoir répondre efficacement à cette menace sanitaire. Pour mutualiser les efforts. Oui, voilà. Parce que vous voyez, tous les États qui sont en train d'y procéder de façon individuelle n'ont pas forcément les moyens. Et quel est le résultat? Quels sont les États qui, effectivement, ont mené une approche beaucoup plus individuelle et qui sont en train de réussir? C'est une question, la réponse laisse à désirer. Merci. Merci à vous, Morgane Assogba Mentondi. Avec vous, nous avons parlé simplement du coronavirus, évoqué ses influences sur les relations entre les États et les intérêts géopolitiques autour et bien sûr de la Covid-19. Merci de l'avoir suivi, Morgane Assogba Mentondi, spécialiste des relations internationales et professeur assistant en opération de maintien de la paix à l'ENAM. Au revoir et à très bientôt. C'est moi.